Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la présentation de ce cycle gestion du risque maladie, cycle en santé publique, qui nous tient à cœur à l'EN3S. C'est la 11e édition. Ce sera la 11e édition l'an prochain. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir sur l'ensemble de ces modules, notamment des nouveautés, mais aussi les valeurs sûres, et de vous donner envie, notamment pour ceux qui s'inscrivent dans la construction de leur plan de formation, de venir participer à tout ou partie des modules. Je rappelle que c'est un cycle qu'on construit avec des institutions partenaires. Alors, on a notamment le HESP, qui, au titre de l'aide et de l'appui à la construction, mais aussi des intervenants est mobilisé. On a aussi l'ANAP qui intervient régulièrement, l'Agence nationale d'appui à la performance pour le secteur hospitalier et médico-social. On l'a aussi construit avec la mutualité sociale agricole, et puis acteur incontournable, la Caisse nationale d'assurance maladie et ses réseaux, qui à la fois en termes de pilotage, de conseil, mais aussi d'intervenants sont très mobilisés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. On fait le choix de maintenir des modules en présentiel. Donc ce sont des modules de 2 jours qui sont organisés à Paris, soit sur notre site à Boussingault, soit dans des institutions partenaires. Et on veut vraiment, à travers ce cycle-là, que les différents acteurs en santé publique puissent se rencontrer les intervenants, mais aussi échanger entre eux, entre pairs. On a bien entendu un public assurance maladie, mais on a aussi beaucoup de participants issus des ARS qu'on a plaisir à retrouver, et aussi, comme je l'ai déjà dit, de la mutualité sociale agricole. Voilà, alors on a un principe assez simple pour cette heure entre nous, c'est de faire un zoom sur chacun des modules. On a 5 minutes par module pour vous en présenter les objectifs et les thématiques. On a un fil de questions-réponses qui est ouvert. Vous pouvez donc à chaque fois interagir avec nous, avec les pilotes. Et puis, vous retrouverez comme d'accoutumé à la fin du webinaire le replay et un questionnaire d'évaluation. Voilà, alors sans plus attendre, je lance le premier intervenant que je remercie d'être parmi nous et d'avoir construit et co-construit le nouveau module consacré à la gestion du risque hospitalière. Maxime Rouchon, je vous passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. On va peut-être rappeler, les soins hospitaliers, c'est 122 milliards d'euros. C'est à peu près 50% de la consommation de soins et de biens médicaux, par rapport à 2023. Ce sont des dépenses dynamiques, avec notamment d'un côté des établissements privés qui ont une augmentation assez forte sur ces dernières années, et des établissements publics qui ont du mal à repartir depuis le Covid. Alors les enjeux pour l'assurance maladie, au-delà des prescriptions hospitalières qui sont délivrées en ville, qui est un peu le domaine traditionnel, il y a d'autres enjeux qui tiennent lieu à comment on organise les admissions directes, les alternatives à l'hospitalisation, comment on travaille autour du retour à domicile, qui est un élément important aussi dans la qualité de la prise en charge qui peut être organisée. Et puis, comment on travaille avec les établissements sur ces nouvelles technologies qui apportent télésuivi, appui aux acteurs de soins primaires. Alors, tout ça, ces enjeux-là, ça a nécessité en effet que l'assurance maladie, elle s'inscrive dans une dynamique pour revenir auprès des établissements, puisque si on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des échecs, et c'est aussi l'occasion de partager ce qui a fonctionné, ce qui l'a moins été. Mais c'est surtout une opportunité d'ouvrir une nouvelle page de collaboration et de partenariat. Donc ce module, il invite d'une part à prendre connaissance de l'écosystème hospitalier, comprendre quelles sont ces évolutions, qu'est-ce qui a pu changer dans la gouvernance, dans l'organisation sur ces dernières années. Et ce module invite aussi à adopter une posture d'écoute, de partenariat constructif, au-delà d'une simple visite annuelle, puisque du coup, c'est la forme que ça prend, cette nouvelle démarche, cette rénovation de la GDR hospitalière, c'est une visite annuelle. Mais derrière, comment
on la mobilise pour que ce soit une réussite en matière de restauration des dynamiques partenariales avec les établissements. Donc ce module se conçoit avec des témoignages d'acteurs hospitaliers, mais également des retours terrain locaux, régionaux, et de pouvoir aussi apprécier ces retours au regard de la vision stratégique de la CNAM et du ministère sur ce lien entre l'assurance maladie, l'ARS et les hôpitaux. Alors, à travers des exemples de travaux qui ont pu être conduits localement, on va regarder aussi ben, comment les hôpitaux voient l'émergence de ces nouveaux acteurs que sont les CPTS et quel intérêt on a, nous, à revenir échanger sur ces sujets, notamment autour des notions de parcours de soins. Également, donc, autre exemple et travaux qui seront conduits dans ce module, bah, c'est un petit peu le bilan de cette visite annuelle en établissement. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour que ça marche? Et finalement, quelles sont les suites qui sont données à cette visite annuelle et quels résultats on peut en espérer? Mais au-delà, c'est aussi des initiatives, ouais, des initiatives qu'il peut y avoir d'acteurs, de directeurs de caisse, de régions, pour mettre en place d'autres actions d'accompagnement des établissements hospitaliers autour des sujets, qu'ils soient traditionnels ou nouveaux, hein. Donc traditionnels, on a aussi les sujets autour des transports, les transports partagés, etc. C'est plutôt des domaines assez classiques. Mais on va chercher aussi d'autres sujets qui sont la déprescription, la bonne prescription, etc. Et donc, ces exemples-là, on aura l'occasion de pouvoir les aborder. Et donc, vraiment, le module, il a pour ambition de définir un petit peu le cadre dans lequel on peut s'inscrire pour que, eh bien, quels sont, ou en tout cas pour définir les facteurs de réussite pour recréer une dynamique avec les établissements au service de la GDR hospitalière. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur le contenu puisqu'il est à disposition, mais c'était vraiment important de rappeler que on n'est pas uniquement sur un module technique qui va décrire bah, l'approche visite annuelle, c'est surtout comment on change notre posture, qu'est-ce qu'on mobilise comme ressources pour pouvoir vraiment être dans cette dynamique partenariale avec les établissements. J'ai terminé. Ben, merci beaucoup, Maxime. Je pense que je vais reprendre le relais derrière. Benjamin, avec le deuxième module sur justement être acteur hein, d'une dynamique de parcours de santé. Benjamin, tu veux bien me mettre, voilà, exactement, juste celui d'avant, merci. Donc, être acteur d'une dynamique de parcours en santé, il dure 2 jours, lui également, hein, puisque ce sont toujours des sessions de 2 jours à Boussingault. La prochaine étant le 3 et le 4 avril 2025. Pareil, une pléiade d'acteurs hein, de l'assurance maladie, mais également de la MSA, hein, puisque nous sommes en partenariat avec la MSA et que nous aurons pour 2025 des intervenants de la MSA qui viendront suppléer et compléter ces tables rondes. Alors, les objectifs du module, hein, saisir les différentes définitions de la notion du parcours et les enjeux, en particulier le rôle de la prévention dans ces parcours en santé, appréhender le rôle des différents acteurs dans la mise en place d'un parcours, et on parlera des CPTS et des maisons pluridisciplinaires, hein, des maisons de santé pluridisciplinaires, avoir des exemples d'actions mises en place par les différents acteurs sur le terrain afin de réduire les risques pour les patients et de comprendre bien évidemment les impacts des différentes modalités de financement sur la prise en charge des parcours. Donc, on balaye un petit peu ce parcours finalement dans ses objectifs et on fait intervenir des personnes du réseau sur la définition du parcours de santé, sur le modèle partenarial, qui est une des clés de réussite de ce modèle économique, hein, avec des définitions du concept de parcours en France et à l'étranger. Et puis, on fait intervenir également des personnes qui vont venir échanger sur l'articulation du secteur médico-social avec les autres acteurs dans les parcours, avec notamment l'expérience d'une DAC. Voilà. J'essaye d'être exhaustif et néanmoins de respecter le timing.
après moi, je crois qu'il y a Philippe Nati-Dauphin avec la GDR des produits de santé. Tout à fait. Bonjour à Merci tous. Philippe. Bonjour. Je te laisse la parole. Donc, les produits de santé, un champ historique de la gestion du risque, hein, c'est le domaine dans lequel finalement l'evidence-based medicine, donc la médecine par les preuves, tout ce qui est la base de la régulation, on va dire, médicalisée des dépenses est né. Les produits de santé, c'est une dépense pour la France qui est aux alentours, on va dire, de 25 milliards d'euros. C'est un des plus gros budgets d'achat des pouvoirs publics en général. Il faut avoir en tête que ça pèse quasiment plus que les achats de la défense nationale. On a un module qui, comme les autres, est construit sur 2 jours et qui s'articule en 4 temps. Un premier temps, la première matinée, où on revient sur la politique générale des produits de santé et ses enjeux. Bien sûr, l'innovation, bien sûr, des enjeux de souveraineté dont on parle beaucoup et qui sont un aspect finalement assez émergent de cette politique, mais qui embarque d'autres aspects. On parle aussi de comment finalement les nouveaux outils peuvent driver les pratiques des professionnels. Et on parle des enjeux, on va dire, sur lesquels on a plus de mal, évidemment, par exemple, les pénuries. Ensuite, on embraye sur un deuxième temps l'après-midi où on est beaucoup plus sur la régulation pratico-pratique, les actions de la CNAM, qu'est-ce que la MSA peut vouloir faire, puis des tables rondes avec les acteurs sur comment ces actions sont reçues, comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et ça vous donne finalement des tips, des possibilités d'adapter vos actions au plus près du terrain en ayant finalement la possibilité d'interroger des acteurs qui reçoivent la GDR. Deuxième journée, on attaque sur un grand pan de la régulation de la dépense qui est la gestion des prix. On a le plaisir d'accueillir le président du comité économique des produits de santé et son prédécesseur. Il faut se rendre compte que dans la gestion économique des produits de santé, la régulation par les prix aujourd'hui fait beaucoup plus que la régulation par les volumes. Alors, d'un point de vue santé publique, on peut effectivement s'en plaindre, se dire que ce serait mieux de passer par les volumes que par les prix, mais c'est un fait. On économise chaque année des milliards d'euros grâce à l'action du CEPS, grâce aux multiples causes de remise, beaucoup de choses qu'en fait on ne voit pas, ni du côté patient, ni du côté, si je puis dire, praticien de la GDR. C'est quelque chose de beaucoup plus souterrain, mais qui contribue très largement à faire des économies dans le champ des produits de santé. C'est également l'occasion de permettre à l'industrie de faire valoir son point de vue. Donc, on a un intervenant du LEM en général. Et on finit notre session sur des sujets qui ne sont plus émergents, qu'on doit traiter. Comment réduire l'impact environnemental dans la régulation des produits de santé, en ville et à l'hôpital. C'est 2 champs d'enjeux très différents. Maintenant, dans la convention pharmacien d'officine, vous avez le projet environnemental à l'officine. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'hôpital. Et autre aspect absolument incontournable, l'européanisation de ces politiques. C'est ancien, ça fait des décennies que l'Europe s'est penchée sur le médicament, mais on a maintenant en négociation un règlement sur le médicament qui va encore faire évoluer des choses, renforcer la place des institutions européennes. Et on parle aussi un petit peu maintenant des tentatives de coopération qu'il y a au niveau européen pour évaluer ensemble. Voilà, en très grande ligne, tout ce qu'on peut vous raconter dans ce module-là. Je vous assure que c'est absolument enthousiasmant et passionnant. Et si vous avez des questions, je suis là. Alors, je reprends la main également pour le prochain module qui est pertinence et performance de l'organisation des soins, qui va se dérouler donc les 22 et 23. Ah non, tu n'as pas. Excuse-moi, Benjamin. Voilà, qui va se dérouler les 19 et 20 juin 2025. Donc, pertinence et performance de l'organisation des soins avec des tables rondes, puisqu'il a été refondu en 2024 pour des échanges beaucoup plus attractifs entre les intervenants et puis les stagiaires. Donc là, on va définir la performance, la pertinence et les systèmes de valeur associés, les enjeux et les pratiques d'évaluation médico-économique en France et à l'étranger, puisqu'on aura l'exemple de la Belgique, les regards croisés sur la pertinence et la performance du système de soins et bien sûr agir sur l'amélioration de la performance. Donc, quand même un module assez dynamique où on va croiser des concepts, des indicateurs, les types de mesures de la pertinence et de la performance des soins de la santé,
la qualité et l'efficacité des soins aux patients. Donc, on est vraiment sur ces déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé, les enjeux et leviers pour la performance hospitalière. Donc, un module sur 2 jours où effectivement, on va avoir des REX aussi de professionnels du terrain et notamment d'une directrice des projets et de la performance des soins de la clinique de l'Estuaire à Saint-Nazaire. Et puis, on va parler également de l'amélioration de la pertinence des soins avec l'ARS des Pays de la Loire. Donc, toujours pareil, comme ce module sera inscrit sur le catalogue de l'INMA, j'aurai plaisir à recevoir en 2025 des intervenants de la MSA pour avoir effectivement une communication assez complète, assez partagée sur le sujet avec les différents acteurs qui sont en partenariat avec nous. Voilà, et je vais laisser la main à Laurence Dolti. Bonjour Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que je vais enchaîner, il me semble, les 2 modules suivants si je ne me suis pas perdue. Et donc, le premier, donc le module 5 sur la gestion de projets complexes en gestion du risque et en santé publique. Quand on a dit ça, on a quasiment tout dit. Cela étant, ce module-là, on l'a vraiment construit pour être un module très opérationnel et qui permet, avec des participants souvent d'ailleurs, puisque ça fait 2 ans, je crois qu'on mène ce module, des participants avec des profils très variés qui fait qu'on a des expériences et des échanges très enrichissants. Alors l'objectif, c'est on procède en plusieurs temps pendant ces 2 jours. D'abord quand même pour replacer un peu la gestion du risque dans son écosystème et dans toute sa complexité, parce que on voit bien que par essence même, le cadre réglementaire, législatif, conventionnel, la multiplicité des acteurs, la multiplicité des leviers et des modalités d'action qui sont à notre portée et à notre main pour conduire des projets de gestion du risque est par essence complexe. On revient aussi sur la notion de temporalité et d'évaluation qui font que ça rajoute aussi par nature une petite dose de complexité à la matière même de gestion du risque. Et puis surtout, on a calé ce module sur ce qu'on a et notre expérience qu'on a conduite aussi à la Caisse nationale avec la rénovation d'un guide de chef de projet pour nos départements métiers qui mènent et qui construisent les actions de gestion du risque qui sont déployées dans le réseau et même souvent, même parfois souvent élaborées avec des représentants du réseau. On a révisé ce guide de chef de projet et c'est vraiment ça qu'on met à disposition des participants durant ce module avec un fonctionnement par atelier, le but étant qu'on puisse être dans la vraie vie de la gestion du risque avec des exemples réels d'actions qui ont été menées, qui ont été construites. Et je ne vais pas tout vous dire, mais avec des petits jeux sur ce qu'il y a à mettre en place, l'évaluation. Et donc après, ça donne lieu à des débriefings collectifs qui sont très, très enrichissants et pour lesquels nous, on se permet animateur de la Caisse nationale, de donner aussi un petit peu l'éclairage de ce qui avait été réalisé dans la vraie vie de la gestion du risque de l'assurance maladie. Donc vraiment un module opérationnel basé sur les échanges autour des éléments de méthode que l'on peut donner et quand même au tout début de la session, une présentation assez fine de l'environnement complexe de la gestion du risque qui permet aussi d'éclairer la mise en œuvre des projets opérationnels. Voilà. Sur les transports patients, vous reprenez la main, Laurence ? Je prends les mains comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Les transports de patients, on peut faire ça bien sûr à plusieurs voies. Si on parle d'un sujet, alors Philippe parlait des produits de santé qui sont historiquement le berceau de la maîtrise médicalisée des dépenses et de la gestion du risque au sens large. Et ben, avec le transport de patients, on n'est pas loin non plus d'être sur un terreau extrêmement fertile
en matière de gestion du risque, avec là aussi, en faisant le lien avec le sujet précédent, une complexité à plusieurs dimensions, hein, avec des dépenses de transport sanitaire qui sont extrêmement dynamiques, à plus de 6% annuellement, donc sur une tendance extrêmement forte, avec une complexité aussi qui est issue des effecteurs des transports sanitaires, avec une multiplicité d'acteurs qui entrent dans la réalisation des transports de patients, avec aussi un enjeu autour des prescripteurs de transport, puisque peut-être à l'inverse d'autres postes de dépenses, là on est avec une prescription à 2/3 d'origine hospitalière, ce qui pour le coup en matière de gestion du risque peut aussi rendre un peu plus complexe l'ensemble des actions à mener. Et puis un intérêt fort de ce module aussi, c'est la complémentarité, la diversité des intervenants, puisque au-delà du fait, au-delà d'entendre et l'action de l'assurance maladie dans toutes ses composantes, y compris pour éclairer une actualité conventionnelle souvent extrêmement riche actuellement, on a à côté assurance maladie aussi souhaité faire un éclairage sur c'est-à-dire sur notre métier de base et sur la prestation, sur la liquidation des frais de transport qui sont souvent le premier maillon de la chaîne en matière de gestion du risque, et puis des interventions tout à fait complémentaires avec les collègues de l'ARS, les collègues aussi, il me semble, je ne sais plus s'il y a l'ANAP qui intervient, mais il me semble bien que oui, et puis avec un éclairage spécifique avec l'intervention de représentants de la profession des transports sanitaires, qui là aussi donne un éclairage complémentaire. C'est bien aussi d'avoir un peu les visions de l'ensemble des acteurs. Donc un module très riche avec une succession, en tout cas des interventions très séquencées et très rapides, mais qui permettent d'avoir vraiment l'ensemble des enjeux en matière de régulation des transports sanitaires, que ce soit en termes de dépenses, d'acteurs et de prescripteurs. Et puis, on évoque aussi évidemment les tendances et les perspectives avec des vrais enjeux, y compris liés à l'actualité législative sur les évolutions de prise en charge de transports sanitaires, dont on sait qu'ils sont aussi au cœur de débats, en particulier dans le cadre de ce qui était le PLFSS. Voilà très rapidement, mais qui doit tenir le timing à peu près. On passe au module 7, abus et fraude, une stratégie renforcée pour évaluer, prévenir, détecter, contrôler et sanctionner. Donc c'est un module qui existe aussi depuis 2 ans, qui est copiloté par Fabien Badinier et Béatrice Rio, qui managent la lutte contre la fraude à la Caisse nationale. Et cette formation est reconduite en 2025. Elle aura lieu les 16 et 17 octobre. Donc, c'est une formation qui a tout d'abord pour objectif de replacer la lutte contre la fraude dans un contexte un peu plus large de lutte contre la fraude sociale. On a eu notamment l'intervention d'Éric Belfayol, qui est chef de la mission interministérielle de la coordination antifraude, et l'intervention de Dominique Libaud, qui est directeur de l'EN3S, mais qui est aussi directeur du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale et qui a présenté un rapport sur la lutte contre la fraude sociale émise par cette instance. Donc, on les ressollicitera cette année pour refaire le point. Donc, c'est une formation qui permet aussi de voir comment la LCF concourt à la gestion du risque et puis comment elle s'articule aussi avec le contrôle interne, puisque finalement, c'est les trois domaines qui permettent de réguler les dépenses de santé. On a 2 séquences qui sont dédiées à des points d'actualité de la CNAM, points d'actualité sur les outils, que ce soit les nouveaux outils de détection, mais aussi les moyens mis en place, comme par exemple les cyberenquêteurs, dont on pourra sûrement faire le bilan en 2025 de l'activité, puisque ça fait à peu près 1 an qu'ils sont mis en place. Actualité aussi sur les débouchés juridiques qui évoluent au gré des LFSS, et donc quels sont les débouchés pour sanctionner les actes répréhensibles. Au cours de ce module, on a également l'intervention de la MSA, et puis depuis cette année, l'intervention des ordres et des représentants syndicaux des professionnels de santé. Donc, c'est des interventions qui seront reconduites cette année et qui permettent, au travers de regards croisés sur les pratiques et les outils, de voir comment le partenariat est éminemment nécessaire à la lutte contre la fraude et aussi gage de réussite.
On a également une vision locale dans ce module avec l'intervention d'une caisse primaire qui montre comment elle organise son activité de lutte contre la fraude, comment elle noue des partenariats utiles. Et enfin, on a prévu de faire un sujet d'actualité. Donc cette année, c'était un sujet sur la fraude aux médicaments, avec comment elle prospère, quels mécanismes ont été détectés de fraude, comment l'assurance maladie s'organise pour déployer de nouveaux outils de détection, notamment sur les ordonnances, comment elle renforce le rôle des pharmaciens par de nouvelles modalités conventionnelles. Donc c'est un sujet qui sera peut-être reconduit cette année ou peut-être qu'on en trouvera un autre en lien avec l'actualité, mais voilà, il y aura toujours un petit focus actualité sur une thématique particulière cette année également. Voilà pour ce module 7. Et je vais passer la main à Annie Prévost de l'Agence nationale du numérique en santé sur le module 8. Anne, à toi. Oui, bonjour, Anne Berthaud de l'Agence du numérique en santé. Donc, en fait, je remplace Annie Prévost qui est en bilatéral avec le ministère cet après-midi et on a travaillé ensemble sur la construction de ce nouveau module et avec Laurence également. Donc, ce module qui a été refondu cette année pour donner un éclairage effectivement sur les enjeux du numérique et puis un éclairage un peu plus spécifique sur l'IA parce qu'on ne peut pas faire vraiment l'économie de parler de l'IA dès lors qu'on parle du numérique. Donc l'ambition de cette nouvelle session qui s'était tenue cette année, qui va se reconduire l'année prochaine, donc sur 2 jours en présentiel à Paris Santé Campus, c'est vraiment de donner à l'ensemble des personnes présentes un panorama assez large de la feuille de route nationale du numérique, mais de donner aussi une approche qui ne soit pas que théorique et pas que la présentation des grands programmes nationaux et leur articulation les uns avec les autres, mais bien au-delà de comprendre cette feuille de route, son importance, c'est aussi comprendre où on en est et puis avoir aussi la vision du terrain. Le terrain étant à la fois les territoires représentés d'une part par les agences régionales de santé, mais aussi l'assurance maladie, comment ils déclinent ces feuilles de route nationales dans des politiques territoriales qui avaient déjà elles-mêmes des feuilles de route sur le numérique, donc comment ça s'articule. Et puis enfin, donner aussi un éclairage beaucoup plus concret, pragmatique des acteurs qui, sur le terrain, vont utiliser le numérique au quotidien. Et là, avec là aussi un panel assez large, tant de directeurs d'hôpital, mais aussi de directeurs de structures médico-sociales, de professionnels de santé en ville et aussi de représentants des usagers. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir à la fois le national, mais l'écho au niveau, et puis j'ai oublié bien sûr les éditeurs, mais aussi au niveau donc plus opérationnel de où on en est de cette feuille de route, qu'est-ce que ça, comment ça se passe, comment on la met en place. Donc ça, je dirais, c'est sur la partie numérique et sur l'IA, un petit peu de la même façon. L'idée de la construction avec Laurence, c'était à la fois de donner des perspectives qui sont tant réglementaires, mais aussi de donner des atterrissages très concrets de l'IA. C'est déjà aujourd'hui et ça revêt beaucoup de formes différentes pour que les participants repartent avec une vision plus concrète, plus claire de où en est le numérique et l'IA. Donc, on reconduit ça cette année. Et ce qu'on va modifier, notamment suite au retour des participants, c'est d'alléger certains contenus parce que c'était très dense, peut-être un peu trop dense. Donc, on va alléger un petit peu le programme et puis avoir une approche plus participative pour que tous les participants puissent davantage contribuer, notamment par rapport à leur propre mission. Et puis donner un éclairage également un peu plus coloré gestion du risque, dans le sens plutôt dans quelle mesure le numérique permet de soigner au meilleur coût et comment le numérique y contribue. Voilà. Donc, on fait évoluer cette colonne vertébrale qui a été quand même bien appréciée, je crois, cette année au vu des notes. On était contente avec Laurence du résultat. Voilà. Alors, en effet, c'est un des modules qui a obtenu la meilleure note, donc voilà, c'est encourageant. Module 9, je passe la parole à Sandra Bidegaray de la CNAM sur le animer un territoire de santé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce module, il est axé sur l'enjeu d'accompagner l'évolution de l'offre de soins, avec d'une part l'évolution des pratiques des offres de soins, mais il y a aussi
gros sujet sur le déploiement de l'exercice coordonné pluriprofessionnel. Donc, on a des objectifs communs, développer les MSP 4000, 100% de couverture du territoire, mais ce n'est pas, ça c'est plutôt les objectifs quantitatifs. Il y a aussi les nouveaux dispositifs qui sont venus s'ajouter dans l'écosystème de l'offre de soins. Et ça pouvait apparaître comme un peu confus. Donc, l'objectif de ce module, c'est aussi de reprendre comment tout ça se met en place. Donc la composition du groupe, parce que dans tous les groupes qu'on a eus, parce que ce module existait avant, on l'a rénové, je vais en parler juste après, mais dans la composition du groupe, on a vraiment beaucoup de participants de la MSA, de l'ARS, des caisses, et comme l'accompagnement sur le terrain doit se faire de façon coordonnée, c'est très intéressant de pouvoir partager les différents points de vue pour accompagner cette évolution de l'offre. Donc le module, jusqu'à l'année dernière, il avait une grosse partie comment développer les CPTS. Bon, aujourd'hui, les CPTS, on est à 80% de couverture du territoire. Le sujet n'est plus tellement de couvrir, mais plutôt d'accompagner le contenu. Et donc, on a ouvert le module plus largement à tous les leviers de l'accès aux soins et à la santé, avec cette approche animation territoriale. Comment on accompagne cette évolution territoire par territoire, parce que les territoires ont des spécificités, pas tous la même dynamique. Donc, le module va d'abord, dans un premier temps, reposer le cadre de cette évolution de l'offre de soins. Alors, on reprend depuis la loi HPST de 2009, et on a un fil rouge pendant les 2 jours sur la complémentarité des différentes formes de coordination qui sont au sein des territoires, et on a des intervenants qui apportent différents points de vue. Donc il y a une partie qui est, alors je dirais plus théorique, c'est pas vraiment qu'elle est théorique, c'est que c'est plutôt de l'apport, prendre de la hauteur avec une analyse de comment le système a évolué, et une deuxième partie avec des témoignages. Je vais vous décrire un peu les personnes qui viennent témoigner après, et là c'est vraiment du vécu. Donc dans la première partie, je ne vais pas citer tous les intervenants, mais on a par exemple le regard du HCAM sur l'évolution des besoins de la population. Elle prend des exemples aussi d'organisation de prise en charge dans d'autres pays, donc avec une vision un peu comment ça se passe ailleurs, c'est très intéressant. L'IRDES va aussi aborder les différentes réformes, comment elles se sont enchaînées, comment on a fait évoluer l'organisation de l'offre de soins, qui est moins centrée sur l'hôpital et le médecin, avec plus d'équipes, plus de nouveaux métiers. On a aussi un sociologue qui intervient, et là, qui apporte des éléments assez intéressants de ses enquêtes, des enquêtes qu'il a menées auprès de professionnels de santé. Donc voilà, il partage les craintes finalement ressenties des professionnels de santé, le besoin de sens, comment on fait appliquer sans contraindre, une histoire de confiance, de légitimité. Donc c'est un moment intéressant parce que lui, il prend vraiment l'évolution de la société, des souhaits des professionnels de santé. On a un temps aussi, donc je l'anime avec la DGOS du ministère, où on reprend aussi les différents leviers législatifs et conventionnels, qui sont d'ailleurs complémentaires. Souvent, c'est une loi, puis après, c'est conventionnel, mais pas pour tout, qui ont été déployés ces dernières années. Donc, on reprend un peu l'historique pour améliorer l'accès aux soins. Donc, récemment, loi RIS, Valtout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les délégations de compétences, les accès directs, le cadre conventionnel. On revient sur l'histoire un peu rapidement, hein, centre de santé, MSP, CPTS. Pourquoi ça s'est mis en place? Qu'est-ce qu'on en attendait? Où on en est aujourd'hui? Le déploiement des équipes de soins primaires aussi, parce qu'il n'y a pas de cadre conventionnel, mais ça se déploie. Le rôle des DAC, quand je disais complémentarité, c'est aussi des dispositifs qui sont là pour améliorer la prise en charge coordonnée, mais parfois c'est un peu flou, donc on clarifie un peu ça. Il y a toujours des temps d'échange avec la salle sur comment ils le vivent, comment ils le perçoivent. Je prends un petit moment aussi dans ce module-là pour présenter le dispositif national d'accélérateur de projet, parce que c'est un dispositif auquel participent aussi les ARS et la MSA quand les porteurs de projet le souhaitent. Donc, rappeler comment on peut le solliciter.
Et puis après, il y a une partie plus dédiée à des témoignages. Et c'est vrai que cette année, avec Laurence Braillon, on a voulu aussi des témoignages un peu plus positifs parce que, à force de parler de déserts médicaux, de ce qui va nous arriver, on voulait aussi que des personnes s'expriment sur ce qu'ils ont trouvé d'innovant et qui fonctionne. Donc, on a une directrice de CEPAM qui témoigne de son expérience, comment accompagner les organisations dans la durée, parce que faire émerger des dispositifs et des organisations, c'est une chose, mais ce n'est que le début. Et après, il faut pouvoir accompagner ça dans la durée. Donc, elle parle concrètement de ce qu'elle a pu mettre en place. On a un directeur d'une DTARS qui va illustrer l'approche parcours, qui va parler d'ICOP notamment. La MSA va illustrer concrètement le rôle des hôpitaux de proximité, ont un rôle majeur à jouer donc c'est assez intéressant de voir comment dans certains territoires, ils ont vraiment pris une place. On aborde aussi des actions, enfin, on parle aussi des élus, parce que les élus, finalement, c'est des partenaires de plus en plus impliqués dans l'accès aux soins. Et donc, c'est important aussi de les associer. Ils ont besoin d'informations et ce n'est pas toujours clair pour les élus tout ce qu'on met en place les uns et les autres. Et puis, on a un témoignage d'un représentant du syndicat des jeunes médecins Réagir, qui lui vient présenter un rapport sur ce qui motive vraiment les médecins à s'installer. Et il nous dit que voilà, les aides financières, c'est vraiment pas en tête des critères de choix. Donc, on aborde ce que c'est le guichet unique, pas au sens du guichet unique comme parfois l'assurance maladie, on le voit avec l'ARS, l'installation, mais vraiment le guichet, c'est-à-dire que faciliter l'information pour faire découvrir le pluripro le plus tôt possible dans les études. Donc, il y a toute une analyse du rapport et des échanges avec lui. On a aussi l'intervention très intéressante de Sylvain Fonte, un kiné qui a fait le tour des MSP à vélo et qui a ramené plein de choses qui fonctionnent bien et qui va nous parler d'exemples concrets de complémentarité. Et cette année, on avait aussi un représentant des centres solidaires, donc une nouvelle formule pour c'est un accès dans les zones sous-dotées. Donc, c'est un dispositif qui se déploie avec des médecins volontaires qui vont intervenir 2 semaines par an dans un centre de santé. Qu'est-ce qui motive ces médecins à faire ça? Pourquoi ils le font? Ce qu'ils cherchent. Donc, c'est intéressant. C'est aussi toujours cette écoute que souhaitent aussi les professionnels de santé. Et donc, après, on a un temps d'échange de tout ce que les participants ont retenu, de toutes les présentations, de tous les témoignages. Donc, les intervenants restent pour échanger avec la salle. Et on termine avec un atelier d'échange de ce qui est voilà, les leviers, les freins, ce qu'on pourrait faire, ce qui est bloquant, et avec un partage. Et c'est vrai que là, cette année, les intervenants ce qui est ressorti comme très positif, c'est vraiment la diversité des intervenants, la hauteur de vue. Et ce qu'on a retenu, c'est qu'ils souhaitaient encore plus de temps d'échange. Donc voilà, si on pour cette année, je pense qu'il faudra qu'on revoie aussi le timing parce que en 2 jours, c'est compliqué d'avoir plus de temps d'échange que ça, mais je pense qu'effectivement, il y a une attente de partager des actions très concrètes de ce qui est mis en place. Voilà, j'ai respecté le timing. Oui, merci beaucoup Sandra. Et on va finir avec le module 10, qui est un module un nouveau module qu'on a intitulé Développer la prévention, modifier les comportements et infléchir les dépenses de santé. Donc, c'est un module qui est en cours de création, donc le programme n'est pas encore complètement construit dans le détail. On a un peu de temps pour le construire correctement puisqu'il aura lieu les 11 et 12 décembre prochains. On est parti du constat que la prévention était un petit peu le parent pauvre en santé en France, mais qu'un accent quand même commence à être mis sur le sujet. Et on aura l'ambition de proposer une vision multibranche et multirégime des actions de prévention qui doivent concourir à réduire les risques selon les âges et les situations de vie. Donc, c'est un programme assez ambitieux. On essaiera de faire des focus aussi sur des cibles particulières, les enfants.
les femmes, la santé mentale qui faisait jusque-là l'objet d'un module à part entière dans le cycle GDR, mais qui a été supprimé cette année, mais qu'on abordera au décours d'autres modules, dont celui-ci. On fera un focus aussi sur le secteur agricole. La MSA est partante pour intervenir sur ce module. Peut-être les seniors, peut-être les précaires, voilà, parce qu'il y a des actions de prévention qui sont différentes selon les publics. On abordera aussi sûrement les questions du financement et puis quelque chose de très important, les leviers sur ce secteur-là de la prévention, que sont les leviers de communication adéquats pour mobiliser la population à faire des actions de prévention. Et puis, on aura aussi sûrement une séquence sur les exemples internationaux, parce qu'il y a des pays à l'étranger, en Europe notamment, où la prévention marche un petit peu mieux. Voilà pour ce module prévention. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je regardais le fil de questions-réponses. Moi, c'était plutôt des questions sur la forme. Donc, effectivement, je comprends la frustration parce qu'on a fait le choix fort du présentiel. Je sais que ça peut être parfois pour l'outre-mer plus contraignant. Il faut qu'il couple ça à un déplacement en métropole. Mais voilà, l'idée, c'est un peu ce que Sandra Videgaray précisait tout à l'heure, c'était que voilà, ça doit être aussi, on privilégie voilà, des échanges à la fois pendant la formation, mais il y a quand même aussi 2 temps de repas qui permettent d'échanger entre intervenants et participants. Et puis, il y a aussi, vu que c'est sur 2 jours, la soirée qui peut permettre de nouer des relations au niveau d'un territoire particulier, notamment quand on a des collègues de l'ARS qui sont présents. Donc voilà, c'est un choix qu'on fait. Pour le distanciel, il y a d'autres formations de l'EN3S qui sont possibles, mais qui ne sont pas exactement voilà, sur ces problématiques-là. Mais il y a notamment tout le cycle comprendre les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans leur environnement. Là, on a 6 modules qui sont là, par contre, uniquement en distanciel. Donc voilà, c'est pas complètement la même chose, mais on retrouve quand même des éléments, notamment tout ce qui peut tourner autour de la compréhension à la fois de la gouvernance de l'hôpital, puis aussi tous les mécanismes de financement. Et puis il y a 2 modules sur les réformes du secteur sanitaire et les réformes du secteur médico-social. Voilà, je propose voilà, qu'on en termine là, parce qu'il n'y a pas de questions. Et puis, j'imagine j'espère que ça vous donnera envie de vous inscrire et de nous retrouver et de vous retrouver lors de ces 10 modules. Voilà, très bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis, ça approche très vite, donc belle fête aussi pour vous tous. Reposez-vous bien et revenez en 2025 en forme. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonne